Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Sailors, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Sailors, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, un studio de production de contenu, une conférence annuelle sur la voile de compétition Sailors Connect, ainsi qu'un festival du film, le Sailors Film Festival, que vous pouvez retrouver sur sailors.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 253e épisode de Pause Report, le podcast de Sailors qui, toutes les 2 semaines, décrypte, décortique, analyse l'actualité de la voile de compétition en compagnie des meilleurs experts et qui, après une série de 5 épisodes en vidéo consacrés à la Vendée Arctic Les Sables d'Olonne, revient à son format normal bi-hebdomadaire. Nous sommes le lundi 29 juin, il est 18h35 et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un marin qui a 25 ans, est déjà champion du monde et champion d'Europe de motafoil. Il a également occupé le poste de régleur d'aile lors des 2 derniers Grands Prix de CLGP à New York et Halifax au sein de l'équipe française de CLGP. Il fait aussi partie du défi français pour la 38e Coupe de l'Amérique à La Roche-Posay Racing Team, puisqu'il était pilote de réserve en mai lors de la première régate préliminaire à Cagliari. Vous l'aurez sans doute reconnu, il s'agit d'Enzo Ballanger qui est du côté de Lorient. Salut Enzo. Ouais, salut Axel et salut à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Eh ben nous aussi, on est très contents de t'avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet avant-dernier numéro de la saison de Pause Report. En ce jour assez particulier pour l'équipe 4 Challenge, dont tu fais partie, puisque pour la toute première fois, un AC75 a navigué dans les eaux françaises, en l'occurrence celui de La Roche-Posay Racing Team, qui a fait aujourd'hui sa première sortie à Lorient, non matée, pour une première navigation de test. C'est bien ça, Enzo? C'est ça, exactement. Aujourd'hui, c'était une journée spéciale pour l'équipe. On a fait le premier tow test, donc un test en remorquage sans le mât et sans les voiles, pour pouvoir voilà, checker tous les premiers systèmes de foil, de safran. Et on a bien volé, donc on est super content. C'est une belle réussite. Toute l'équipe est très, très fière et surtout le tech team qui bosse depuis des mois dans l'ombre et du coup qui était très content de voir le bateau voler aujourd'hui. Comment ça s'est passé exactement? Raconte-nous un petit peu cette journée. Eh ben, écoute, ça s'est super bien passé, en plus, nous, on est basé au quai du Péristyle, donc on a vraiment un long chenal, pour pouvoir sortir, donc c'était super. On a pu prendre notre temps pour faire tous nos petits tests, à vitesse, réduite et puis ensuite on avait terminé nos tests qu'on était quasiment, à la citadelle, donc c'était parfait. On a pu décoller, après et voilà, on y allait progressivement. On a pu faire tous les tests, qu'on avait et ça s'est bien passé donc dans les prochains jours, on devrait être sur l'eau avec les voiles cette fois. Concrètement, ça consiste en quoi? Ça veut dire que vous êtes remorqué, que vous prenez de la vitesse? C'est quoi toute cette série de petits tests? C'est ça, en fait, on donc le bateau est au remorquage derrière le gros Zodiac, et ensuite on a plusieurs tests à différentes vitesses pour progressivement mettre de la charge sur les foils, sur les safrans, voir, si tout tient bien, si les vérins sont en place et ensuite on accélère jusqu'à aujourd'hui, on a dû aller à 25-30 nœuds maximum, pas plus, juste pour essayer les systèmes de vol, mettre de la load sur les foils et le bateau au début on l'a mis à l'eau, il flottait, ensuite, il avançait puis après il volait donc c'était super. Et toi, tu étais où? Comment toi, tu as vécu ça? Alors, moi, pour le total, j'étais dans le bateau à moteur. Moi, voilà, je suis le barreur de réserve. Donc Diego et Quentin étaient à bord, ont pu, essayer, tous nos boutons, essayer la barre, tout fonctionnait super et moi, j'étais dans le bateau en train de faire des retours surtout d'attitude de plateforme aux gars qui étaient à bord et donc voilà, on a pu observer ça et surtout, c'était un moment assez émouvant là de voir enfin le bateau voler et surtout en France. Parce qu'on l'a vu à Barcelone et le 1er jour en France, c'est cool et on a tous hâte d'être dans les prochains jours avec les voiles, je pense. Ouais, on précise quand tu parles de Diego et Quentin, c'est Diego Bottine et Quentin Delapierre qui sont les C'est ça. les 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 2 pilotes du bateau. Ouais, c'est ça doit faire quelque chose quand même à toute l'équipe de voir, naviguer, ce bateau, dans vos eaux à Lorient où vous êtes basés? Ah oui, non, mais c'est sûr parce qu'on a eu vraiment la première étape, où on s'est installé ici.
Ensuite, on a mis la C40 à l'eau. Déjà, c'était vraiment super de pouvoir naviguer en France et ensuite, voilà, ça fait des mois que le 75 il est en chantier, ici, que toute l'équipe technique, travaille énormément dessus et donc voilà, aujourd'hui, le revoir dans l'eau, déjà, c'était un grand moment et puis, en plus, en France, donc on est très content de naviguer ici. L'Orient, franchement, on a vraiment des super conditions, depuis qu'on est là, c'est dingue et voilà, on a vraiment tous hâte, de naviguer, cet été avec énormément de bateaux dans la rade et cetera. Ça va être super. On a hâte de partager ça avec tous ceux qui viennent naviguer à Lorient. Quelles sont justement les prochaines étapes du programme AC75? Et ben, là, voilà, donc là, on a vu que le bateau volait, les foils, le safran, tous les systèmes fonctionnent. Donc maintenant, la prochaine étape, on va mettre le mât et ensuite quand on sera content avec les mâts, on va hisser les voiles et une fois que tout ça aura été réussi parce que mine de rien, c'est pas si simple, les premières fois qu'on hisse les voiles, parce que je rappelle, tout est prototype. Ensuite, quand on aura fait ça, on pourra tranquillement mettre de la load dans les voiles, border les écoutes et puis tirer des bords, sur les foils, à l'Orient. Et ça, c'est quoi? C'est dans un timing, qu'est-ce que tu parles de jours? C'est quoi le Oui, oui, timing? oui, ça va être dans les prochains jours. Ça va être dans les prochains jours, là, toute l'équipe technique est en train de faire des checks ce soir, du bateau pour voir, voilà, comment tous les systèmes ont réagi au premier vol. Si on a leur feu vert, dans les prochains jours, on devrait pouvoir naviguer. Bon, donc on peut voir sortir le bateau dans le chenal de l'Orient si on veut voir Oui, la C75. ouais, dans la semaine, vous pouvez venir voir. Super. Enzo, tu as disputé, la US America's Cup, il y a maintenant, c'était en septembre 2024 avec le défi français qui s'appelait, à l'époque Orient Express, L'Oréal Racing Team. Tu étais d'ailleurs, venu raconter, l'expérience dans un épisode, de Pause Report. Raconte-nous un peu comment ton poste, a évolué au sein de ce défi français? Oui, c'est vrai que là, j'ai eu la chance d'être le skipper de l'équipe jeune sur la dernière US America's Cup. C'était déjà une expérience de dingue où on a vraiment toute l'équipe jeune a appris, vraiment énormément de choses. Ensuite, après Barcelone, j'ai eu l'opportunité de rejoindre, l'équipe CLGP pour, continuer, voilà, chez Challenge, continuer de me développer et surtout, j'ai eu l'aide de l'équipe pour mon projet MOT. C'était surtout ça mon plus gros projet l'année dernière. CLGP, j'y suis allé un petit peu pour apprendre, mais j'ai pas forcément eu l'opportunité de naviguer. Mais j'ai vraiment passé du temps sur le MOT et donc ça, c'était super et ensuite, au début de la saison 6 de CLGP, j'ai intégré l'équipe en remplaçant et puis voilà, les aléas ont fait que j'ai pu monter à bord, à New York et à Halifax On en et reparlera tout à l'heure, ouais, effectivement, ouais. voilà et je devrais être à bord aussi au prochain Grand Prix à Portsmouth en attendant que Lee se rétablisse. Mais ouais, j'ai la chance d'évoluer dans cette équipe-là, d'apprendre plein de choses et aussi, voilà, de continuer de faire mes armes et de montrer que je sais faire du bateau aussi avec le mode où je peux faire des compétitions, très importantes donc je suis super content de comment ça évolue et surtout, voilà, et ben, au final, je me retrouve dans l'équipe de la prochaine coupe donc c'est super pour moi. Ouais, dans l'équipe 1, hein, quelque part. C'est Tu ça, tu avec les es seniors. tu es aujourd'hui donc, le titre officiel, je crois que tu es pilote de réserve sur la C75. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça veut dire que depuis le début de la campagne, on a commencé à Lorient dans un premier temps avec la C40. Je navigue régulièrement. On fait des rotations avec, Diego et Quentin, pour, voilà, au cas où il y a un pépin, que je puisse monter à bord, remplacer et être performant, tout de suite. Donc, bah, ça consiste, j'ai la même préparation que les autres. Juste, je passe, un peu plus de temps sur le Zodiac à observer que sur le bateau. Mais je suis vraiment, voilà, je fais vraiment partie de cette équipe navigante, on fait du simulateur, on se prépare, on débriefe ensemble et je pense que c'est super important, pour moi de pouvoir apprendre plein de choses et aussi, voilà, pour l'équipe d'avoir, des remplaçants qui soient prêts à n'importe quel moment à monter à bord
et surtout qu'ils puissent aussi faire des retours techniques, de l'extérieur parce que c'est vrai que ces bateaux-là, quand on n'a pas navigué dessus, c'est très compliqué de vraiment ressentir ce qui se passe. Donc, je pense que voilà, l'équipe a une stratégie en place et on espère que ce soit la bonne. Avec l'expérience maintenant que tu as en AC40, hein, on rappelle que tu étais donc le skipper du bateau sur la US America's Cup. Tu as l'impression de bien maîtriser ce support maintenant? Oui, je pense que la C40, j'ai des petites bases. Ensuite, voilà, le 75, c'est vraiment une étape au-dessus. Ouais, j'imagine, J'ai eu la chance d'en faire à Barcelone, 2-3 jours. Ça m'a vraiment mis l'eau à la bouche et puis voilà, maintenant on est en 2026, 2 ans plus tard, j'espère que je vais pouvoir remonter vite dessus. Mais ouais, c'est vraiment super d'avoir eu l'opportunité d'essayer ces bateaux-là parce qu'ensuite, quand on retourne dans le simulateur, bah, on a un feeling derrière et on peut aussi, comparer à la réalité, donc ça aide énormément à progresser dans le simulateur une fois qu'on a navigué sur ces bateaux-là. raconte-nous ce que ça fait d'être sur un AC75, mais tu disais que tu étais monté dessus à Barcelone. Raconte-nous comment ça s'était passé? C'est quoi le changement d'échelle? Raconte-nous. Heu, c'est c'est très gros, c'est très gros, les voiles sont immenses, le bateau est immense, il est lourd, il a de l'inertie. Ça veut dire que voilà, une petite erreur, au réglage de la grand voile, on la sent encore pendant 10-15 secondes derrière. C'est des bateaux super exigeants et qui sont super performants. On est vite à 40 nœuds, à 40 degrés du vent auprès. Donc ça c'est incroyable. L'AC40 lui, il est beaucoup plus maniable, beaucoup plus joueur. Et voilà, je pense que les 2 bateaux sont géniaux et je pense que l'AC40 est une super plateforme pour vraiment comprendre ce qui se passe sur le 75 en termes de dynamique. Mais le 75, voilà, ça reste un cran au-dessus, c'est gros, ça va plus vite et surtout, il y a pas le pilote automatique, de vol, donc ça rajoute une complexité et ouais, c'est ça qui est super intéressant, donc voilà, on a vraiment tous hâte d'aller faire des tours sur l'eau parce qu'on a commencé à avoir beaucoup d'heures de simulateur. Donc on 40 a nœuds envie au de naviguer. près, 40 nœuds au près, tu vas envoyer du rêve là. Ouais, ouais, mais vous pouvez checker sur la dernière Coupe América, c'est vrai que c'était dingue les bah, voilà, la C40 lui, il est plutôt à 40-42 nœuds portant. Le 75, il est tout de suite à 40 nœuds près, donc ça c'est impressionnant. C'est vraiment hyper efficace comme bateau. Ouais, ouais. Tu as 25 ans, hein, je crois que tu fêteras tes 26 ans en fin Ouais. d'année. Tu mesures, un peu la «chance» entre guillemets, même si c'est une chose que tu as été chercher d'être, un des rares, Français à piloter un AC75? Oui, écoute, là, j'y pense pas trop, surtout que ça va vite, quand je vois les années défiler. Mais non, ouais, évidemment que, voilà, que j'ai la chance de faire partie de ce projet-là. Je pense, que je peux apporter aussi énormément de mon vécu mais voilà, c'est un plaisir tous les jours là, de travailler, avec, une équipe comme ça, on a vraiment des personnes ressources incroyables, que ce soit dans le tech team, dans le performance team ou même dans le selling team avec l'arrivée de Diego, et Flo ouais, j'apprends tellement de choses tous les jours. Ouais, je pense que je suis à une très bonne place pour moi, pour continuer d'apprendre. Diego Botti nous rappelle les Florian Trittel qui était Oui, oui, son oui, son excuse-moi, son je dis pas les fidèle mêmes familles. binôme, en 49ers. Ils ont été champions olympiques, vainqueurs de 16 GP, avec l'équipe Ouais. espagnole. Un petit mot, avant de changer de sujet. Comment tu vois, maintenant que tu connais bien cette équipe Cash Challenge, tu as bien vu, l'évolution de ce défi, depuis l'édition précédente. Comment justement tu juges un peu, l'évolution de cette équipe, de ce défi français? Ben, c'est vrai que, ouais, ça fait plusieurs années et là, ce que l'équipe est en train de construire, à Lorient, mais aussi via CLGP et d'autres projets, via l'académie notamment, c'est vraiment super, en tout cas pour nous, les navigants. On commence à vraiment avoir une structure, qui est hyper cadrée, performante, où on a vraiment des personnes ressources, incroyables et hem et voilà, je pense que on est vraiment en train de construire quelque chose de fort et on est en train de petit à petit d'avoir toutes les armes pour pouvoir,
rivaliser sur la coupe et sur cette GP. Et je pense que c'est une des grosses forces du défi aussi, c'est que on est sur les 2 projets et c'est hyper complémentaire, même si c'est pas les mêmes bateaux. Et non, franchement, c'est en train d'être fait à Lorient, c'est incroyable. On est en train de vraiment de s'intégrer à l'écosystème lorientais avec la course au large et se servir de ça aussi pour renforcer notre activité. Et ouais, non, c'est un régal de voir évoluer tout ça. Je pense que toutes les arrivées qui ont été faites au début d'année, fin de l'année dernière, notamment avec Philippe Presti, ont beaucoup aidé à amener de l'expérience et un cadre à tout ça. Et non, je pense que voilà, la taille du défi maintenant, elle est vraiment super et je pense que ça va continuer de grossir dans les prochaines années. Et non, c'est super de pouvoir faire partie de ça, quoi. Fais-nous un peu rêver. Est-ce que avec ce défi, la France peut, selon toi, remporter cette coupe de l'América qu'elle n'a jamais remportée? Elle n'a même jamais été en finale. Est-ce que tu crois en le potentiel de cette équipe? Ce serait bien, hein. Ah oui? Ouais, non, mais nous, en tout cas, c'est sûr qu'on espère performer et évidemment qu'on espère gagner en tant que compétiteur. Après, on est aussi lucide sur le fait qu'on est au tout début d'une histoire. Faut y aller step by step. Mais en tout cas, on essaie de vraiment travailler au mieux et de se servir de l'expérience de différentes personnes qui étaient aussi à l'international pour pouvoir vraiment apporter une dynamique positive à l'équipe. Là, voilà, on va être le troisième S75 à être mis à l'eau, donc évidemment, pour l'instant, tous les feux sont au vert, mais on est encore en construction, donc on veut rêver, mais je t'avoue, nous, pour l'instant, on est surtout focus sur l'instant présent et essayer de bien faire les choses. Et on a 1 an pour vraiment se préparer et l'année prochaine, pour être en mesure de rivaliser avec les meilleurs, ouais. Il y a eu déjà une première régate préliminaire de la coupe de l'América qui a eu lieu, au mois de mai à Cagliari. Quel est un peu Mmh. le bilan, que vous avez fait de cette régate? Et ben, c'était un bilan positif. On finit 4e. On a mis du temps à se mettre en route, mais je pense que c'était aussi normal parce qu'on est une des seules équipes à avoir qu'un seul AC40. Donc on est arrivé un petit peu, on était vraiment assez calé sur nos réglages, sur notre façon d'utiliser le bateau et sur comment aller vite. Je pense que ça s'est vu assez rapidement qu'on avait une très bonne vitesse dans la flotte. Par contre, il a fallu un petit peu plus de réglages de l'équipage pour voilà, mais voilà, en fait, on régate, on n'est plus à l'entraînement tout seul à Lorient. Donc on a mis quelques jours, mais je pense qu'on finit vraiment sur une super note où on a bien réussi à progresser sur notre tactique et sur nos placements. Donc on ressort de là satisfait du travail qui a été fait cet hiver et au printemps, parce qu'on a quand même pas beaucoup navigué, mais je pense on a vraiment du potentiel et on espère faire mieux sur la prochaine à Naples en septembre. À Naples où la base, française va être construite, tu as déjà mis les pieds là-bas? Vous avez déjà un aperçu de ce qui vous attend là-bas ou ça sera pour plus tard? Alors un aperçu, oui, j'ai pas encore eu le temps d'y mettre les pieds, Ouais. mais Philippe Presti est allé il y a quelques jours ou semaines. Les travaux avancent. Je pense enfin, moi, je me rends pas compte de la taille que ça va être, mais en tout cas, le plan d'eau a l'air vraiment, vraiment dingue et vraiment hâte d'y aller pour la première régate en septembre. Heu, c'est pas sûr que toutes les bases soient encore finalisées, mais en tout cas, il y aura une grande partie qui sera faite et hâte de découvrir tout ça, ouais. Un petit mot avant d'évoquer tes autres actualités, donc tu parlais, du MOT et du CGP, on va en reparler, mais je voudrais juste qu'on fasse un rapide retour sur ton parcours parce que peut-être que tous nos auditeurs ne te connaissent pas très bien. Tu as seulement 25 ans, hein, on le rappelle. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, bah, comment tu es arrivé à ce niveau de compétition? Où et comment la voile déjà a débuté pour toi? Oui, ben, moi, j'ai commencé la voile en Guadeloupe parce que, voilà, je suis né là-bas. J'ai commencé à 6 ans en optimiste, à faire mes premiers bords sur l'île et puis progressivement, je me suis intéressé à la compétition. Donc là, j'ai commencé par l'optimiste. J'ai fait toute ma carrière d'optimiste là-bas et j'ai eu la chance de participer à des grosses compétitions, notamment championnat d'Europe, championnat de France,
à la fin de ma juste à la fin de ma carrière d'optimiste. Ça m'a permis d'ensuite, déboucher sur le 420 où j'ai fait Ouais. quelques années à La Rochelle. C'était mes premières expériences, en métropole, comme on dit en Ouais, Guadeloupe, avec donc tu as débarqué à La Rochelle, tu avais quel âge? et ben, j'avais, juste après l'optimiste, donc je pense que j'avais 15 ans, Ouais, au ouais. lycée, début du lycée. Et donc voilà, j'ai été, champion de France, champion d'Europe d'optimisme. Ça m'a permis d'intégrer le pôle espoir de La Rochelle et ensuite j'ai fait vraiment toutes mes gammes en 420 à La Rochelle avec Gauthier Talieu qui est maintenant sur, l'équipe Youth de Cachalange pour la prochaine, US America's Cup. Et voilà, ensuite j'ai fait un parcours assez classique, 4-7, un peu de Nacra 17 et après je suis tombé sur le Motafoil et là, je suis tombé amoureux du support. J'ai j'ai switché pour ça et ensuite, voilà, ça m'a emmené sur la préparation de la Youth America's Cup. Et la compétition, c'est tout de suite c'est tout de suite venu chez toi? Tu as mordu dedans? Comment tu expliques que tu aies obtenu des résultats assez rapides finalement? Au début, j'aimais vraiment, je suis vraiment tombé accro à l'optimiste. Je me Ouais. rappelle à mon club de voile, c'était un peu multisport, enfin pas multisport, mais multi-activités. Fallait faire du hobby 4-16, du kayak, tout ça. Moi, j'étais là: «Non, je veux faire que de l'optimiste». J'adore l'optimiste et d'ailleurs, c'est souvent, une question, les gens, ils me demandent si je sais surfer parce que j'ai vécu en Guadeloupe, mais en fait, j'allais pas surfer, je faisais que de l'optimiste. Il y a C'était aussi des optimistes en Guadeloupe, effectivement. ouais et donc ouais, après je suis tom bah, j'ai commencé la compétition autour des 10 ans, je pense, donc j'ai mis quelques années à m'y mettre, mais j'ai tout de suite adoré, tourner autour des bouées, jouer avec le vent, se battre avec les autres et ouais, ça m'a donné tout de suite envie de vraiment de m'y mettre et d'être le plus performant possible et voilà, je pense que ça s'est fait assez naturellement, mais ouais, j'aime ça la compétition, que ce soit en voile ou dans d'autres sports, voilà, j'aime pas perdre et je préfère gagner. Et la voile, ça a toujours été ton sport de prédilection? Est-ce que tu étais passionné de voile? Tu suivais les courses, tu suivais les jeux quand tu étais plus jeune? Et ben, quand j'étais plus jeune, je suivais, bah, voilà, de par là où j'habitais, la route du Rhum. J'allais voir souvent les arrivées de la route du Rhum. C'était le premier truc qui m'a fait un peu rêver et ensuite, j'ai eu la chance, qu'en Guadeloupe, on ait vraiment eu des générations juste avant moi qui étaient vraiment fortes en optimiste et ça m'a beaucoup inspiré de voir des gars, qui naviguaient sur l'île, aller aux championnats du monde, aux championnats d'Europe, faire des résultats et donc j'ai pris un peu ces gars-là en modèle et ensuite, j'ai l'impression que j'ai vraiment découvert, la Coupe de l'Amérique avec le comeback d'Oracle à San Francisco et là c'est vraiment je me suis dit: «Ouais, un jour, faut que j'arrive à être sur la Coupe de l'Amérique, c'est génial» et puis voilà, depuis je me suis mis sur les bateaux à foil et j'arrête plus de foiler. C'était plus, la Coupe de l'América que la Route du Rhum? Oui, la route du Rhum, il y avait vraiment ce il ça m'a vraiment beaucoup, inspiré au tout début, mais moi j'ai pas envie de dormir en mer, heu, Ah ouais. du coup, je me Tu suis déjà vraiment essayé ou pas? bah, un peu en croisière, mais j'ai jamais fait de courses, où dormir, en mer. J'ai fait un peu d'IRC, mais j'ai pas fait d'offshore, ça me tente pas trop pour l'instant. Je préfère, je préfère être, dans mon lit. Mais ouais, pourquoi pas, plus tard. Mais, je suis vraiment tombé accro à l'inshore et et du coup, j'ai continué dans ce truc-là et puis avec les foils qui sont arrivées, ça a encore plus décuplé le plaisir de naviguer. Tu parlais tout à l'heure de modèles guadeloupéens et j'ai lu aussi dans une de tes interviews que tu avais un autre modèle, mais alors pas du tout dans la voile, c'est Cristiano Ronaldo. Ouais, ouais, c'est vrai que, bah, quand j'étais surtout un peu plus jeune, au lycée, je suivais beaucoup le foot et ouais, quand je parle, quand on me demande si je fais de la prépa mentale, je réponds que je regarde des vidéos de Cristiano et ça me fait ma ma prépa mentale. Qu'est-ce qui t'inspire? Pas qu'est-ce qui t'inspire? Pourquoi ça? Bah, je trouve déjà, voilà, enfin, tout le monde connaît, Cristiano et sa rigueur, au travail et voilà, je trouve que, voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser au foot, c'était
c'était vraiment lui qui était au top et ça m'a vraiment inspiré à travailler et à essayer d'exploiter, son talent par le travail et puis voilà, surtout, je suis un fan, hein, je suis une groupie donc je suis tombé dedans quoi. Je suis dans la Cristiano, mania. Bon, alors du coup, j'imagine que tu regardes la coupe du monde de foot en ce moment? Oui, je regarde la coupe du monde, mais après, tu sais, enfin voilà, je suis pour la France et Mbappé. Maintenant, je regarde, Cristiano, mais je sais que voilà, il est plus dans son prime. Ça me fait mal de dire ça, mais t'inquiète, je suis pour l'équipe de France, moi. Bon, il se débrouille bien encore pour son âge. Il a quand même Ouais, marqué 2 buts sur son dernier match. c'est ça. Revenons à la voile et au motte. Comment tu découvres du coup le motte et c'est quoi la première sensation sur ce bateau? Après, tu vas nous parler des caractéristiques du bateau. Eh bien, déjà, le mode, c'était le premier support à foil, que j'ai essayé et en fait, on était en entraînement en 420, à La Rochelle et j'ai vu ce bateau dans la baie qui tirait des bords. Alors, je me suis dit: «Waouh, c'est incroyable» et puis je suis allé demander au propriétaire qui était Éric Proust, si je pouvais essayer et voilà et lui et son fils, m'ont fait essayer et voilà, je suis monté dessus, j'ai bordé, j'ai décollé. Je savais plus où j'étais. C'était j'ai eu sensation incroyable de légèreté, plus être en contact avec l'eau, le bateau qui accélère. Et je suis rentré le soir à la maison avec un sourire. Je pense que j'avais pas eu de sourire comme ça depuis longtemps et je me suis dit: «Mais là, c'est pas possible, il faut que je trouve un mode, quoi». C'est dingue, c'est le bateau, c'est le meilleur bateau du monde et donc ça s'est fait comme ça avec un pote de La Rochelle. On a acheté des mottes et on a commencé à naviguer en parallèle du 420, du 4-7 et c'est comme ça que tout a commencé. Le mode, c'était vraiment au début mon 2e projet pendant plusieurs années jusqu'à après la Youth America's Cup donc finalement c'était jusqu'à, assez tard, mais j'en ai Ouais. toujours fait, voilà, depuis 2018. J'ai D'accord, ah commencé oui, à donc faire des bords, donc depuis que j'ai 17 ans et à chaque fois, donc dès que j'avais un peu de temps, j'allais naviguer avec mon mode. Je naviguais, je cassais, je passais une semaine à réparer, j'allais naviguer, je recassais, mais c'était pas grave, c'était des supers années et où on découvrait vraiment ce que c'était le vol dans les vagues, dans le clapot à La Rochelle. C'était dur de rentrer, en fin de journée. Mais ouais, on s'est tous accrochés et ouais, franchement, un bateau de dingue et ça m'a vraiment initié au foil et je pense que ça m'a aussi permis d'être dans les premiers de ma génération à passer du temps comme ça sur les foils et je pense que ça m'a aidé pour la suite, quoi. ouais, ouais. C'est quoi justement les caractéristiques de support, hein? C'est un bateau, moi d'extérieur, j'ai l'impression que c'est un bateau, assez, quand même assez compliqué, sur lequel naviguer? C'est un bateau, donc un mott à foil, ouais, c'est un bateau qui fait 4 mètres de long, tout en carbone, avec 2 foils. Pour le mettre à l'eau, on le prend sur notre dos. Il fait à peu près 45 kilogrammes et on le balance dans l'eau. Et ensuite, voilà, quand on décolle, on va entre 1,5 à 3 fois la vitesse du vent. Donc Ouais, ouais, c'est quand quand même même. assez rapide. Et Ouais. c'est une classe à développement, donc on peut développer nos voiles, nos foils, notre bateau. Il y a une jauge qui est vraiment, très large, et en fait, le mott, moi, j'ai découvert ça donc à La Rochelle et ensuite je suis allé sur YouTube un petit peu et j'ai vu que voilà, tous les grands champions naviguaient sur le mott, que ce soit Nathan Outridge, Peter Burling, Tom Slingsby et je regardais les replays des championnats du monde et j'étais là: «Mais waouh, c'est dingue!» En plus, ils sont tous des bateaux différents et donc je me suis dit: «Là, j'ai vraiment envie de faire ça, si j'arrive à trouver un peu de temps» et je suis j'ai vra j'aime vraiment cette dimension de pouvoir travailler sur son bateau, sur ses voiles, sur son gréement pour pouvoir l'adapter à son à son utilisation, à son gabarit, à ma manière de naviguer. Hem et donc en fait, on est dans une recherche perpétuelle de performance, et c'était vraiment parfait parce que je naviguais en 420 au début qui est pas une classe one design mais pas loin, Ouais, pas loin, heu ouais. et à côté, j'avais le mode pour, vraiment essayer enfin, pour comprendre plein de choses, essayer plein de nouvelles, techniques et donc j'avais vraiment un bon mix. Ensuite, je suis passé en Accra 17 qui était aussi une classe one design et voilà et depuis je me suis vraiment mis à fond en mode
Et donc ouais, c'est un bateau qui est pas simple à naviguer, mais c'est comme tout avec de l'entraînement, on y arrive et surtout la difficulté elle augmente, bah, forcément quand il y a plus de vent et quand il y a plus de vagues. Mais c'est génial parce qu'il faut trouver des parades pour passer les vagues et surtout, ben, typer son bateau en fonction du plan d'eau. Voilà, donc tu regardes la météo, cette semaine il y a du vent, il y a pas de vent et tu fais un peu des paris parce que ça intéresse à développement, mais tu peux pas jauger autant de matériel que tu veux donc tu fais un peu des paris sur la météo, donc il y a aussi cet aspect qui est assez marrant et voilà, une fois que tu as passé la jauge, bah, là tu as ton matériel et il faut l'utiliser au mieux pour la semaine. Et financièrement, ça coûte combien de faire des saisons de motte? Est-ce de déjà le bateau, quel est un peu son prix et comment on budgétise ça? Et ben, le mott, un peu comme toutes les classes, hein, mais tout a augmenté dans les dernières années de par, voilà, l'inflation, mais surtout le développement. Un mott aujourd'hui, c'est, faut compter entre 55 et 60 000 € pour un bateau, en Ouais. tout cas pour le top, du top. Ce bateau-là, tu vas pouvoir le garder, voilà, 2-3 ans. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai mon bateau. Et ensuite en fonctionnement, c'est pas tant élevé, et ça dépend si tu veux un coach qui t'accompagne ou si tu te débrouilles tout seul. Mais, globalement, le mott, il y a voilà, il y a deux grosses régates, deux trois grosses régates, par an. Il y a le championnat du monde, le championnat d'Europe et la Foiling Week. Donc voilà, ouais, une saison, c'est, 60 000, le bateau et entre 20 et 25 000, de fonctionnement si tu veux faire toutes les régates. Ça dépend si le championnat du monde est en Europe ou pas. Oui, bien sûr, ouais. Et donc voilà, moi j'ai la chance d'avoir des sponsors depuis mes débuts, en mott avec, voilà, la maison Gilardeau qui m'a soutenu, c'était les premiers à me soutenir, donc les huîtres et Mmh. ensuite maintenant j'ai le soutien de Cachalange et d'autres. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir des partenaires. C'est un coût financier, mais voilà, c'est aussi la pointe de la technologie, donc c'est super de pouvoir, tester, voilà, tous ces nouveaux foils, en métal et cetera. Donc c'est vraiment c'est une petite campagne de Coupe de l'America à échelle d'une personne. Ouais, ouais. L'année dernière, ce championnat du monde a eu lieu, en fin d'année, non, au mois de juillet sur le lac de Garde, donc c'était il y a quasiment pile un an et tu es devenu champion du monde. Tu parlais de un peu des rockstars qui sont dans cette discipline. Tu as terminé champion du monde devant, je cite par exemple Tom Slingsby, Paul Goodison, Dylan Fletcher qui sont des grosses pointures, de la Coupe de l'America, de la voile olympique et aujourd'hui de CLGP, et de CLGP. C'était j'imagine une consécration, presque absolue pour toi qui étais fan de motte, et qui en faisait depuis 7 ans? Ouais, carrément, c'était, une des plus belles régates, de ma carrière, je pense la plus belle régate et pas que la semaine de régate, il y a eu aussi tout ce qui s'est passé avant. Tout le monde est arrivé très tôt au lac de Garde, tout le monde s'entraîne ensemble. Voilà, la c'est un peu, le mood de la classe mode, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges, tout le monde navigue ensemble, essaie de progresser. Donc déjà, c'est le premier truc qui m'a frappé dans cette classe, c'est que, quand j'ai commencé le mode, j'ai pu aller voir Paul Goodison pour lui demander des questions sur mon mode. Il est venu à mon bateau, il m'a aidé, enfin ça, c'était génial quoi à l'époque, j'avais 20 ans, c'était trop bien Ouais, lui, il et était donc double champion du monde, hein, si je me il trompe était pas, triple hein? champion du monde, Triple champion. champion olympique de laser, donc c'était vraiment, quelque chose, qui a fait un peu tilt, chez moi et donc voilà, toute l'émulation l'année dernière où on naviguait, 2-3 mois tous ensemble, tout le monde progresse et cetera et pour arriver jusqu'au début de la régate, c'était génial. Moi, je rêvais de pouvoir régater contre, ces gars-là et j'ai eu la chance de les battre l'année dernière, donc c'était, ouais, vraiment une consécration incroyable et surtout, j'ai pris tellement de plaisir à régater, contre ces gars que tu regardes à la télé. Donc non, c'était vraiment top et bah, j'ai hâte de pouvoir revivre ça. Et comment ces gars-là ont vu ce petit Frenchie de 24 ans, tu avais 24 ans l'année dernière, leur damer le pion en motte? Non, mais c'était une régate hyper serrée, c'était dingue, on n'a jamais eu des manches aussi serrées, dans la classe mode, où vraiment les 15 premiers, voire les 20 premiers passent en 30 secondes.
Donc c'était hyper serré et surtout, j'ai eu un petit déclic, pendant, au tout début du championnat du monde où j'ai commencé à enrouler les premières ères en tête avec Tom Slingsby derrière moi et je me suis dit: «Mais mince, comment je vais défendre, comment je vais rester devant?» Et j'ai eu ce petit déclic, de me dire: «Bon, bah, là, en fait, juste, là, prends du plaisir, c'est un truc de dingue de pouvoir régater contre ces gars-là et surtout tu vas essayer de les battre». Et après ça m'a vraiment libéré pour la semaine et j'ai fait une semaine de dingue. Et non, j'ai eu les félicitations de tout le monde, c'était super, et surtout ça m'a permis, voilà, de montrer, un peu à la voile mondiale, ce que je valais et je pense que ça, voilà, ça m'a ouvert pas mal de portes aujourd'hui. Ouais, et depuis tu as confirmé parce que, comme je disais en introduction, tu as été, sacré champion d'Europe il y a maintenant, 10 jours, en Espagne. J'imagine que c'est aussi une grosse satisfaction. Raconte-nous un peu cette compétition. Oui, c'est vrai que, bah, j'ai eu la chance d'avoir 10 jours off, avec le défi français pour pouvoir, aller à l'European Mote. Alors je les ai saisis et c'était déjà super de retourner, sur une régate de motte parce qu'ici on s'entraîne beaucoup, mais c'est vrai qu'on, voilà, pour l'instant on a fait qu'une régate, c'était à Cagliari. Donc, on a aussi besoin, bon, moi j'ai besoin de faire des régates et d'être stimulé. Donc c'était cool de pouvoir, y aller, ça s'est super bien passé en plus pour moi. Je repars avec le titre, donc ouais, vraiment content de la semaine. Ça m'a permis aussi de retravailler, avec, mon coach, Aymeric, Artaud parce qu'on, voilà, le gros objectif de l'année, c'est le mondial, à Perth. Donc c'était super de pouvoir faire un point d'étape, après le travail hivernal que j'ai fait et ouais, semaine, vraiment compliquée en Espagne, beaucoup de vagues, beaucoup plus que ce qu'on a d'habitude en moto. C'était un vrai challenge de déjà faire 2 tours, en volant sur le parcours et voilà, je me suis adapté, j'ai trouvé les bonnes solutions et à la fin voilà, en performance, ça a super bien déroulé donc ouais, super satisfait et surtout d'avoir les 2 trophées à la maison, c'était un moment sympa. Ouais, j'imagine. Prochain rendez-vous donc c'est Perth, c'est prévu quand? C'est ça, c'est début novembre, à Perth, donc chez D'accord. chez les Australiens. Ça va être un autre défi d'essayer de performer chez eux. Mais voilà, je pense que je me prépare bien et je pense que tout ce que je fais, à côté du mot, ça me donne aussi, d'autres visions sur le support et ça m'aide à trouver des nouvelles choses, donc c'est tout ça se complète bien. Ouais, bien sûr, et dans l'autre sens, justement, c'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que t'apporte, le mode quand que tu peux transposer sur d'autres supports, quand tu te retrouves, sur un AC40 ou sur, plus tard sur un AC75? Ah, je pense que déjà la régate à haute vitesse, ça apporte beaucoup et la grosse différence, c'est que sur le mondial de moto, on n'est pas 10 sur la ligne de départ, on est 60 voire 80, à 1 mètre les uns des autres. Donc ça je pense que ça apporte, pas mal, de gestion de la densité, de la vitesse, gestion des risques aussi. Essayer de savoir quand pousser ou quand au contraire on essaie d'être, un peu plus conservateur. Après, moi j'ai fait beaucoup d'AC40 mais j'ai pas fait beaucoup de F50 ni de 75, mais en tout cas j'écoute ce que les superstars de la voile disent et ils disent que si on sait naviguer sur un mode, on sait naviguer sur tous les bateaux. Alors, c'est pas moi qui le dis, moi j'écoute et je continue de m'entraîner pour essayer de progresser sur les plus grands. Ouais, parce que justement, c'est un bateau peut-être, un peu instable, un peu, où Oui, il faut, pourquoi? Ouais. oui, je pense, c'est ça, on a vraiment, on a 2 foils, on navigue, énormément à la contre-gîte. Faut être hyper précis sur son angle de gîte et de contre-gîte, essayer d'être le plus stable possible. Donc je pense que, voilà, ça permet d'apprendre vraiment à bien sentir, l'appui qu'on a dans le bateau, à comprendre la dynamique des foils, à comprendre comment régler une voile à haute vitesse, à comprendre comment on design un foil, comment on design une voile et surtout ça apprend aussi à, voilà, à ça apprend à être consistant, sur la gîte notamment et ouais, je pense que tout ça fait un bon mixte, c'est un bon support de formation. Passons maintenant au 7GP. Comme tu le disais tout à l'heure, tu as intégré aussi, l'équipe, française de 16GP qui s'appelle de son vrai nom DS Automobile 16GP Team France. Tu as récemment remplacé, au poste d'aile à New York et Halifax, Glenn Ashby qui s'était blessé et qui remplaçait lui-même, Lee McLellan, qui s'est blessé en début d'année. Raconte-nous un peu comment s'est passée, ton intégration et comment, tu t'es retrouvé, propulsé à ce rôle de régleur d'aile?
Oui, c'est c'est pas simple de remplacer Glenn, hein, Glenn Oui, Ajbi. j'imagine. Glenn Ashby, hein, qu'on ne présente plus, qui est aussi une autre superstar de la voile, qui avait de la Coupe d'Amérique, tous les supports à foil également. Ouais. Ouais, non, c'est pas simple de remplacer Glenn et de remplacer Lee. En fait, la grosse particularité de cette GP, c'est qu'il y a pas d'entraînement. Oui, bien sûr, ouais. Donc je savais qu'un jour ça pouvait, arriver et en fait, on n'est jamais assez prêt. Heu, il y a jamais un moment où on se dit: «Bon, bah, là, c'est bon, je me suis assez entraîné, j'ai assez révisé pour monter à bord». Plus on peut s'entraîner, mieux c'est. Donc voilà, bah, Philippe, Presti m'a appelé après les Bermudes parce que voilà, Glenn qui a remplacé Lee, s'est blessé. Donc il m'a dit: «Voilà, c'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut que tu montes, prépare-toi». Donc Gros coup de pression. bah, gros coup de pression, ou c'est surtout que ça fait vraiment des années que je regarde cette GP à la télé et que j'espère avoir du temps de NAF pour pouvoir progresser et là, voilà, c'est maintenant donc bon, je me suis dit, «De toute façon, ce sera jamais, il y aura jamais un parfait début». Voilà, là, on commence à New York, je sais que ça va être compliqué mais c'est pas grave, on y va, quoi. Je pense que tu es jamais assez prêt mais quand on te dit, «Let's go», il faut y aller. Hem Donc j'ai eu une semaine pour me préparer, ou même 10 jours, je crois. C'était pendant Cagliari, pendant la World Series. Donc entre les 9 d'AC40, genre je je révisais cette GP. J'ai eu l'aide, voilà de Philippe et de l'équipe aussi pour arriver prêt et donc voilà, je me suis retrouvé à New York. Grand Prix pas facile parce que pas d'entraînement. Ensuite le samedi qui est annulé parce qu'il y a beaucoup de vent et Ouais, donc ma première NAF, c'était le dimanche avec, la grande aile. directement. Avec la grande aile dans pas mal de vent. Donc c'était, les premiers bords ont été assez sport et puis après j'ai essayé de trouver mes marques, et on fait un super grand prix, on finit 4e. Je pense même qu'on avait moyen d'aller en finale, mais bon, j'ai fait quelques grosses boulettes qui nous ont fait perdre des points. Donc ouais, vraiment super content d'avoir eu l'opportunité d'être sur cette GP et j'essaie d'apprendre le maximum possible parce que c'est peut-être l'opportunité d'une carrière quoi, de pouvoir, monter à bord de ces bateaux-là. Mais du coup, sur ce poste spécifique de régleur d'aile, tu avais aucune expérience, au préalable? Tu avais jamais touché? Et ben, j'avais pu faire quelques minutes, à Perth au début d'année et à Abu Dhabi l'année dernière. Donc Abu Dhabi, j'avais navigué dans, voilà, dans 6-7 nœuds de vent et à Perth dans 10-15 nœuds, donc c'était super. J'en avais déjà fait, je pense en tout, j'avais dû en faire, voilà, plusieurs fois 30 minutes, donc j'ai dû en faire, 1 heure et demie, je pense. Ouais, Donc ouais, c'est quand même c'était peu, déjà hein. pas mal. C'est Je me peu et c'est pas mal et peu en même temps. Oui, c'est mieux que zéro, mais c'est pas beaucoup. Et surtout, j'ai pu faire pas mal de simulateurs, mais bon, le simulateur, c'est vraiment bien pour apprendre où sont les boutons, mais voilà, tant que tu es pas sur le bateau et que tu ressens pas la vitesse, c'est quand même pas pareil. Mais voilà, je suis assez content de ce que j'ai pu faire. Forcément, j'aurais préféré être meilleur pour pouvoir essayer d'aider l'équipe à faire mieux, mais j'ai pas de regrets sur ma préparation. Je me suis donné, à fond et maintenant j'ai vraiment besoin d'essayer de passer du temps sur l'eau pour pouvoir passer, un step au-dessus, quoi. Ouais, ouais. Vous avez donc fait 4e à New York, 10e, à Halifax au Canada il y a maintenant, 10 jours. J'imagine que le bilan est un peu moins positif. Comment ça s'est passé à Halifax? Oui, Halifax, c'était plus dur. C'était dimanche dernier, donc c'était il y a 8 jours. C'était un Grand Prix, voilà, qui était compliqué, en termes de météo, il y avait un peu tout qui était complexe. Je pense que, voilà, il y a eu des petites erreurs qui nous ont pas permis d'être, en avant de la flotte, mais il y avait le potentiel à chaque manche, pour y être. Moi, je continuais de m'adapter, essayer de faire au mieux. Mais voilà, on a fait, un bon bilan et on va essayer d'être meilleur à Portsmouth. Et donc à Portsmouth, donc ça sera fin juillet, hein, si je me trompe pas, Ouais. tu continueras, ce sera ton dernier Grand Prix avant le retour de Lee McMillan, c'est ça? Oui, bah, on espère, Oui. que ce soit mon dernier. Lee, devrait pouvoir revenir, à Sassnitz. Normalement, il sera aussi là à Portsmouth pour, voilà, commencer à revenir, dans l'équipe et cetera. Mais il sera pas à 100 donc il pourra pas, sans doute pas, à moins d'une bonne surprise, de son côté, mais il pourra sans doute pas, naviguer à Portsmouth.
Donc voilà, moi ça devrait être mon dernier Grand Prix de la saison avant de rebasculer dans le Zodiac. Comment on gère justement le danger, la prise de risque sur ces bateaux, hein? C'est pas rien, hein, c'est des bateaux, qui vont à 50 nœuds, hein, est-ce il faut ne pas y penser pour bien naviguer ou, comment tu vis avec ça toi? En fait, bah, je me posais un petit peu la question, avant de monter sur la F50 et de commencer, les régates mais en fait, voilà, c'est comme tous les bateaux. En fait, quand tu fais des courses et que tu et qu'il y a 12 autres, fous furieux, qui sont autour de toi, en fait, tu penses pas aux 50 nœuds, tu penses à être plus rapide que les autres. Donc en fait, la vitesse, ça devient vraiment, secondaire, quoi. Tu veux vraiment juste être plus rapide que le gars qui est à côté de toi, donc ça se gère assez bien. Je pense que si tu commences à avoir peur, c'est le moment où faut laisser sa place parce qu'il y a quand même, enfin voilà, tout le monde a énormément de boulot en dynamique, beaucoup de réglages, donc si tu commences à avoir peur, ça veut dire que tu es pas dans l'instant présent à régler ton aile dans mon cas ou ton foil, donc c'est là que ça peut être dangereux. Et raconte-nous l'adrénaline que c'est de participer à des régates comme ça, parce que j'imagine que Ah, bah, c'est dingue. le palpitant, il doit être, au max, non? Ah oui, c'est dingue, c'est dingue. Franchement, la 1re abattée, après la M1, après le départ, c'est génial. Il y a tous les bateaux qui sont dans un mouchoir de poche. Après, il faut essayer de placer le jibe. Non, c'est dingue. On a vraiment, l'adrénaline qui monte, très fort. Il faut réussir justement à canaliser tout ça et c'est pas si simple parce que voilà, on parle dans des micros, donc il faut avoir une voix qui est très posée et en même temps, tu dois être à 160 de pulsations juste, juste en stress. Donc non, c'est un bon cocktail, qui a tout pour être explosif, mais il faut vraiment essayer de rester le plus calme possible pour que tout le monde soit confiant et tout le monde, reçoive les bonnes informations. Donc non, c'est ouais, c'est quelque chose vraiment de dingue à vivre. Oui, j'imagine. Motafoil, F50, AC40, bientôt AC75. Est-ce que tu vis ta meilleure vie? Oui, oui, franchement, c'est pas mal. En plus, il fait beau là à Lorient. Il y a Ouais, du soleil, j'ai la rade sous les yeux là, ouais. je guetterai la C75 passer demain matin, ouais. Ouais, exactement. Non, non, j'ai la chance d'avoir, accès à tout ça, j'essaie de travailler dur pour pouvoir, être le plus performant possible et pour que ça continue, quoi. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui te feraient éventuellement rêver dans ce sport qu'est la voile ou là tu es déjà, quelque part, au pinacle? Ah bah, oui, ce qui me fait rêver ensuite, c'est de les gagner, les compétitions. Ouais. Tu en as déjà gagné en motte, mais, les Oui autres, ouais, ouais. et là, voilà, c'est voilà, c'est le GP et la coupe, voilà, c'est une super étape, pour moi de faire partie des équipes et voilà, j'espère maintenant qu'on va réussir à passer à briser un peu ce plafond de verre et pouvoir, voilà, pouvoir gagner des grands prix, gagner des courses et voilà, et aller en finale de la coupe dans le match. Ça, ce serait vraiment, c'est ça qui qui me fait rêver. Ensuite, quand on aura fait ça, on verra ce qu'on fera après, mais déjà, on va se Ouais. concentrer là-dessus. Un petit mot pour finir, tu parlais, tout à l'heure, tu disais que c'était génial d'être à Lorient dans l'écosystème de la voile de compétition qui y a ici. Justement, est-ce que vous avez des échanges avec les autres teams? J'imagine que les gens sont un peu curieux, même les teams de course au large de vous voir un petit peu. Comment ça se passe? Est-ce que vous vous nourrissez les uns des autres? Oui, je pense que c'est quelque chose, qui va arriver de plus en plus, voilà, d'échanger, de se nourrir, de ce qui se passe à droite à gauche. Je pense que pour l'instant, nous, on est un poil, à côté de la base, donc en fait, on se croit sur l'eau surtout. On se fait des coucous à haute vitesse. On était là pour les premiers bords de Gitana, quand il avait pas encore ses foils et ouais, non, je pense que c'est top. Ensuite, quand on sera vraiment, implanté ici, on pourra partager encore plus. Mais déjà, voilà, pouvoir observer tous ces bateaux sur l'eau, c'est vraiment top. Et toi qui est piqué de vitesse, de foil et de ça, justement, quand tu vois un Gitane à 18, ça quelque part, ça fait rêver? Ah oui, oui, c'est sûr, ça a l'air d'être un bateau de dingue, c'est immense. C'est immense et
J'ai hâte qu'on fasse des speed tests, avec eux. Ouais, c'est vrai, sympa à voir, un Ouais. speed test, AC75, GTA 18. Eh bah, super, merci beaucoup Enzo, c'était super sympa de discuter avec toi. Si vous voulez, voir passer la C75, n'hésitez pas à vous mettre, sur les ports, ou à la plage, à l'Armor Plage, vous verrez passer le bateau, ces prochains jours à Lorient. Merci, profitez bien de ces premières navigations, bonne suite en moto. On te suivra bien évidemment sur le championnat du monde à Perth, en AC75, à Naples fin septembre et bien sûr, tous les mois quasiment en F50 sur, CLGP. Merci Enzo, à très bientôt et nous on se retrouve, bah, dans 2 semaines pour le dernier épisode de la saison de Pause Report. Bonne journée. Super, merci beaucoup. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter Sailors, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, c'est gratuit et ça se passe sur sailors.com. À bientôt.